Effectivité de la baisse des prix de kilogrammes de la viande, la Direction nationale du commerce sillonne différents marchés. Le constat, les prix affichés sont conformes à ceux contenus dans le protocole passé avec les acteurs de la filière bétail-viande. Coopération Mali-Union européenne, reconnaissance toujours des témoignages de reconnaissance à l'endroit de Richard Zeng, représentant de l'Union européenne en fin de mission dans notre pays. Le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement salue l'accompagnement du diplomate toute la durée de sa mission. Saison des pluies, les enfants et le paludisme, l'alerte est donnée la semaine du 3 au 10 août dernier. La pédiatrie du Gabriel Touré a enregistré 50 cas, un chiffre alarmant. L'équipe Onyx Santé est allée constater. Nous sommes le 17 août, jour de célébration de la fête d'indépendance du Gabon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les ambassadeurs du Canada et de la Tunisie au Mali sont en fin de mission. Ils sont allés faire cet après-midi leurs adieux au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au centre des échanges, le renforcement des relations bilatérales. Les diplomates tunisiens et canadiens gardent du Mali de bons souvenirs, notamment l'hospitalité légendaire des Maliens. Le compte rendu de Bourama Traoré. C'est un ami du Mali qui est venu faire ses adieux au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'ambassadeur de la Tunisie a passé 4 ans dans notre pays, période au cours de laquelle le diplomate tunisien a su imprimer plus de dynamisme à la coopération bilatérale. Je suis venu dire à Monsieur le Président de la République que ma mission se termine au Mali après 4 ans, pour lesquels j'ai vécu une phase importante de l'histoire du Mali. Donc je suis venu pour le remercier pour sa disponibilité et pour lui dire combien je garde les meilleurs souvenirs de mon séjour de 4 ans au Mali. Un autre ami du Mali s'apprête à rejoindre son pays. Il s'agit de l'ambassadeur du Canada. Avec le chef de l'État, le diplomate canadien a parlé du renforcement de la coopération. La coopération entre les deux pays est vieille de 43 ans. Une autre question au menu de l'entretien entre le président Ibeka et son hôte, la situation sécuritaire au Mali. Le Canada réaffirme son soutien au processus de paix en cours dans notre pays. J'ai assuré le président que le Mali pouvait compter sur le Canada. Nous sommes là depuis 43 ans et nous serions là encore très longtemps. Le Mali et le Canada sont des pays amis qui entretiennent une coopération extrêmement importante et fructueuse. Je garde un souvenir aussi d'un peuple très sympathique, des gens vraiment charmants, des gens qui sont très accueillants. Enfin, le chef de l'État a reçu les nouveaux ambassadeurs du Mali en Allemagne et en Belgique. Toumani Djimé Diallo et Segoudi Gansou Sissé sont venus prendre des conseils auprès du président de la République avant de rejoindre leurs postes respectifs. Regain de violence dans la région de Kidal, la violation du cessez-le-feu inquiète le Mali, les Nations Unies, l'Algérie, chef de file des négociations. Le sujet a dominé la rencontre que le chef du gouvernement, Premier ministre Modibo Keïta, a urgemment convoquée ce matin à la primature. Au sortir de la rencontre, le gouvernement et ses partenaires condamnent la reprise des hostilités, nous dit dans ce reportage signé Daouda Sidiki Diarra. Depuis quelques jours, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans la région de Kidal où s'affrontent des éléments de la CEMA et de la plateforme. Ces regains de violence menacent sérieusement l'accord pour la paix et la réconciliation nationale pourtant signé par les deux parties. La rencontre que nous venons de terminer a été initiée en urgence par le chef du gouvernement à l'effet de faire face à la brusque détérioration de la situation au nord de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir, et cela a été dit dans le communiqué que le gouvernement a fait passer dès hier dans la journée, le journal du soir, que la situation s'est brusquement détériorée dans la région de Kidal. Nous devons retenir que depuis la signature de l'accord, nous n'avons constaté, et nous l'avons dit il y a quelques jours, aucune violation par les parties signataires de l'accord. Il y a eu certes des actes de violence ici et là, des actes terroristes, mais qui sont le fait
des ennemis de la paix qui ont refusé ou qui n'ont pas été associés ou qui ne sont pas signataires de l'accord. Mais c'est pour la première fois que les parties signataires de l'accord, par une action délibérée qui sera appréciée à sa juste valeur, ont violé l'accord de paix signé par l'ensemble des forces maliennes sous l'égide de la communauté internationale. Eh bien, la première des conclusions qui a été retenue à l'issue de cette rencontre, que le Premier ministre a tirée, c'est la condamnation ferme et sans équivoque de cette violation inacceptable de l'accord de paix et de réconciliation signé par l'ensemble des forces maliennes. Je dois rappeler que ce sont des vies de Maliens qui sont perdues encore. Nous devons nous incliner devant la mémoire de ces Maliens parce que c'est des morts de trop. Parce que la violence ne réglera rien du tout. C'est notre conviction. La paix ne reviendra que par les négociations, par le fait que chacun comprenne qu'il n'obtiendra rien par la force, qu'il n'aura obtenu par les négociations et surtout par l'accompagnement de la communauté internationale. La deuxième conclusion importante qui a été tirée à la suite de la condamnation ferme, c'est que après que tous les partenaires, toutes les composants de la communauté internationale associés à l'élaboration de l'accord aient pris la parole et condamné fermement cette violation de l'accord d'Alger, il a été décidé que l'Union africaine et le Conseil de sécurité seront saisis immédiatement à l'effet d'examiner la situation, de diligenter une enquête approfondie en rapport avec le gouvernement afin de situer les responsabilités et que les sanctions édictées dans les différentes résolutions des Nations Unies tombent et que les responsables soient effectivement sanctionnés, afin que l'une ne se hasarde à violer délibérément un accord qui a été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Une fois que tout cela est fait, je pense que les parties prenantes doivent se retrouver autour de la table pour repartir d'un bon pied. Parce que il y a quelques jours encore, des dispositions avaient été prises par le gouvernement pour que les populations commencent à jouir du dividende de la paix. Nous nous apprêtions à envoyer une mission humanitaire en rapport avec la MINUSMA pour pouvoir procéder à la préparation du retour des réfugiés, à l'ouverture des écoles, à rendre disponibles les services sociaux de base, l'eau, les médicaments. Et voilà que au moment où tout le monde, en tout cas les populations civiles, s'attendaient à avoir les dividendes de la paix, voilà que cet accrochage malheureux entre des parties pourtant signataires de l'accord engendre des morts encore de trop. Et ce que nous lançons comme appel, encore une fois, c'est que les partisans de la paix, quel que soit le bord où ils sont, qu'ils se donnent la main et que chacun se le tienne pour dit. L'accord ne sera pas renégocié. L'accord ne peut pas être ouvert à de nouveaux arrangements, de nouvelles négociations. Parce que si on s'est hasardé à le faire, c'est la porte ouverte à toutes les aventures. Mais nous rappelons aussi que c'est un accord inclusif qui a été signé entre des parties bien précises. L'État du Mali, la plateforme, la CMA et la communauté internationale. Et chacun de ces groupes donc a des composantes. Le gouvernement c'est connu, c'est un tout. La communauté internationale a plusieurs composantes. La CMA est composée de plusieurs mouvements. La plateforme aussi est composée de plusieurs mouvements. Donc c'est un processus inclusif duquel personne ne doit être exclu. Ça aussi c'est un message fort que nous voulons lancer, que chacun le comprenne et que tout le monde se dise définitivement que tenter de renégocier l'accord, tenter de le remettre en cause par des actions de violence, c'est perdre son temps, c'est se lancer dans une voie de l'aventure qui n'amènera nulle part. Et donc nous lançons là encore un appel à nos frères que les violences cessent, qu'ils se donnent la main enfin pour permettre aux populations de Kidal, de Gao, de Tombouctou, de Mopti, de toutes les régions du Mali, de jouir de la paix, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller dans les marchés, de pouvoir voyager, de pouvoir rendre visite aux parents en paix et en sécurité. Voilà le message que
le Premier ministre a voulu tirer comme conclusion de cette rencontre-là. Notre ministre des Affaires étrangères prendra les dispositions nécessaires en rapport avec la MINUSMA et tous les partenaires pour que, dans les plus brefs délais, les dispositions soient prises au niveau du Conseil de sécurité afin que la paix soit imposée et que chacune des parties se retrouve dans les positions antérieures à ce conflit et que personne n'a le droit, et cela a été dit plusieurs fois, qu'après la signature de l'accord, il n'y a pas de mouvement armé. Il y a des partenaires. Le cantonnement devait être fait. Il n'y a que l'armée malienne seule qui a vocation à détenir la force armée. Ça a été dit dans toutes les antennes internationales et je crois que les uns et les autres doivent s'en tenir à cela. La MINUSMA en appelle au sens de responsabilité des deux parties en conflit et promet que des investigations seront menées afin de situer les responsabilités de part et d'autre. Pendant qu'on était en train de préparer tout ce qui peut être mis en œuvre pour les dividendes de la paix sur le terrain, calmer la population et surtout leur donner ce dont ils ont besoin. Nous avons des besoins humanitaires sur le terrain, nous avons beaucoup des besoins sociaux de base qu'il faut absolument assouvir. Et donc on s'attelle à ça et on est en train de faire, avec l'aide de la communauté internationale, l'aide de la MINUSMA, l'aide de la communauté humanitaire et l'aide de toutes les agences des Nations Unies ici représentées. Voilà notre plan pour accompagner le Mali sur le plan de développement, que le Mali se fixe sur le plan humanitaire. Alors au moment où on est en train de préparer ça aussi, au niveau du comité de suivi, il y a toute la médiation qui a fait son travail, mais je pense qu'une fois que les accords sont signés, une fois que tout le monde met la signature, c'est que tout le monde s'accorde à ce qu'on entre dans une autre phase de la paix et surtout de mettre la paix en œuvre. Voilà le message clair que tout le monde doit comprendre. Maintenant, ce qui est arrivé hier et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au nord du pays, c'est inacceptable. Les Nations Unies condamnent fermement ce qui vient d'arriver. Que les gens qui ont violé cet accord sachent bien qu'ils ont violé les accords qu'ils ont signés eux-mêmes. Donc, je suis très bien ravi de voir que le Premier ministre nous a convoqués aujourd'hui. La MINUSMA avait déjà préparé un communiqué en condamnant fermement cet accord. Nous avons une résolution qui vient d'être mise en place. Nous avons, au niveau même du gouvernement, au niveau de la communauté internationale, nous sommes tous engagés à la mise en œuvre, au comité de suivi qui doivent se mettre en place, au niveau de défense et sécurité. Donc il faut que tout le monde sache qu'on est dans cette dynamique et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Moi je pense que ce message est très fort que je dois donner au nom des Nations Unies. Et que les gens qui se permettent à violer le cessez-le-feu, il y a des sanctions qui vont suivre. Parce que c'est bien écrit dans la résolution qui vient d'être donnée par le Conseil de sécurité à la mission. Et je suis très ravi de voir aussi que tout le monde, durant cette réunion avec le Premier ministre, avec la communauté internationale, avec la MINUSMA, nous tous, on est sur la même longueur d'onde. Il faut condamner fortement ces allocations. C'était là le point de la rencontre convoquée urgemment ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, suite au regain de violence dans la région de Kidal. L'Union pour la République et la démocratie, l'URD, a appris avec une forte inquiétude que des échanges de tirs ont eu lieu entre les mouvements de la plateforme et de la SEMA dans la région de Kidal le samedi 15 et dimanche 16 août 2015. L'URD condamne de tels actes inadmissibles et injustifiables qui violent manifestement l'accord de paix signé par les mêmes groupes armés, le gouvernement et la médiation internationale en mai et juin 2015. L'URD appelle tous les groupes armés au respect strict de leur engagement, à cesser les hostilités, invite le gouvernement du Mali et la médiation internationale à prendre toutes les mesures appropriées pour non seulement éviter de tels dérapages, mais aussi et surtout infliger des sanctions à tous ceux qui constitueront un obstacle au retour de la paix. Au chapitre toujours des réactions, le comité exécutif de l'ADP Maliba se dit préoccupé par des échanges de tirs intervenus le samedi 15 et dimanche 16 août entre des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et ceux
de la plateforme à Kidal. Le parti condamne avec énergie cette violation du cessez-le-feu, toute chose qui annihile les efforts consentis jusque-là. Réforme du secteur de la sécurité, une rencontre de 3 jours procède au renforcement des capacités des membres du comité sectoriel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de ses points focaux. La cartographie des acteurs et le paysage sécuritaire, défis et enjeux font partie des thèmes évoqués. La session, on le rappelle, est conjointement organisée par le Centre de contrôle démocratique des forces armées basé à Genève et le ministère de la Sécurité. Le point avec Moïse Traoré. La mise en place d'un conseil national et du comité sectoriel pour la réforme du secteur de la sécurité sont l'expression d'une volonté politique réaffirmée. Outre les membres du dit comité, ces différents points focaux sont regroupés pour la rencontre. Le présent atelier, qui a été précédé d'un atelier de planification stratégique, vise à renforcer les capacités des membres du comité sectoriel en vue d'une meilleure efficacité de la structure dans la conduite du processus RSS au niveau du département. Parmi les thèmes à évoquer, la cartographie des acteurs de la sécurité et le paysage sécuritaire, défis et enjeux. Des concepts théoriques, la RSS n'a de sens qu'à travers des exemples concrets et des exercices à travers lesquels les participants acquéreront des compétences sur des thèmes divers tels que la programmation, la coordination, le genre et ainsi de suite. Nous voilà de nouveau réunis dans le cadre de la poursuite des objectifs tendant à rebâtir le secteur de la sécurité intérieure et de la protection civile de notre pays afin de disposer à terme de forces efficaces et responsables, sans éléments moteurs capables de concevoir, planifier, impulser et suivre le processus. Tout effort entrepris risque d'être vain. Le cadre choisi pour la rencontre de 3 jours est l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay. L'Union européenne a contribué à la réalisation d'environ 4000 km de route au Mali. L'ambassadeur de l'Union européenne en fin de mission dans notre pays a reçu ce matin les témoignages de reconnaissance du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Mamadou Hachim Koumaré, le ministre en charge de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. On fait le point avec Noum Sissoko. Le Mali a bénéficié de l'appui de l'Union européenne dans le financement de ses infrastructures routières et équipements. Il s'agit du financement du corridor Bamako-Dakar par le nord pour un linéaire à peu près de 700 km, pour un montant d'environ 70 milliards de francs CFA. Des routes Djeman-Nioro pour 13 milliards de francs CFA, Katikita, Gao-Asongo, Labzanga et Narena-Kouremali. De plus, l'Union européenne a doté l'AGEROUTE et l'Institut national de formation professionnelle en bâtiment et travaux publics d'outils informatiques et de moyens logistiques. L'ambassadeur de l'Union européenne en fin de mission a été apprécié par le département pour les efforts consentis en faveur de notre pays. Grâce à votre engagement personnel, le financement des routes Goma-Lé, le Tombouctou et Gundam-Dilé pour un montant de 129 milliards de francs CFA. Tomignan-Benena pour 5 milliards 300 millions et récemment Nyono Gomakura pour 7 milliards 740 millions à pied mobilisés. En perspective, l'Union européenne s'apprête à mobiliser dans le cadre du 11e FED un montant de 110 millions d'euros destiné à financer la route Boulem-Anefis-Kidal. Les infrastructures routières présentent des enjeux multiples selon le diplomate européen. En préparant cette présentation, je demandais à mes collègues, mais donnez-moi une liste de toutes les routes et combien de routes on a fait dans ce pays. Eh bien, on m'a donné la liste et c'était 3991 km. Construire des routes, c'est une chose, les entretenir, c'est une autre chose. On était très généreux en financer de nouvelles routes. On est moins généreux pour l'entretien, on vous laisse ça. Et je sais comment vos moyens sont limités pour le faire. Donc encore plus important de respecter le charge à l'essieu, pour limiter le dégât, pour faire que les routes tiennent plus. Richard Zink, 65 ans, a servi dans près de 10 pays africains. Il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite au terme de sa mission au Mali.
Modèle de coopération décentralisée reçu, la ville de Ségou et celle de Richmond dans l'État de Virginie aux États-Unis viennent d'écrire une nouvelle page de leur coopération. La fondation Cheikh Mansour Haïdara et les Amis du Mali viennent en effet de signer une convention dans ce sens. Ainsi donc, la cité des Balanzans va édifier la maison Richmond à Ségou, une maison qui sera dédiée à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles avec un hôpital et une école. D'ores et déjà, du matériel médical d'environ 2 milliards de francs CFA a été envoyé pour l'équipement du futur hôpital et d'un centre de santé. Salif Sanogo de Washington a fait le voyage de Richmond pour suivre cette signature de convention. Entre la Virginie et la région de Ségou, les sourires ne sont pas que de façade, puisqu'ils traduisent un partenariat dont les retombées sont palpables. C'est encore le cas avec cette signature de convention entre les Amis du Mali de cet État américain et la fondation Cheikh Mansour Haïdara. Concrètement, après la mise à disposition d'un terrain de 2 hectares par l'honorable Haïdara à Ségou, les deux partenaires vont bâtir, dans un délai d'1 an et demi, la Richmond House, c'est-à-dire la maison de Richmond, dans la cité des Balanzans. Il ne s'agira surtout pas d'une simple maison de partenariat puisqu'elle comportera des infrastructures socio-sanitaires de premier plan. On va construire une Richmond House à Ségou, financée par Bill Gates Foundation. C'est ça qui est notre objectif. Ça, ce n'est qu'une petite partie des activités de la Fondation, parce qu'au cours de l'année passée, nous avons reçu des conteneurs au niveau de Virginie et nous avons donné beaucoup de lits, des médicaments. D'ores et déjà, les Amis du Mali en Virginie ont mobilisé 5 conteneurs remplis de matériel médicaux d'une valeur d'environ 1,8 milliard de francs CFA avec une contribution de 75 millions de francs CFA de la part du député de Ségou pour les frais de transport. Des équipements qui vont contribuer à équiper le futur hôpital bâti dans l'enceinte de la maison de Richmond. Un établissement qui sera au service des femmes et des jeunes filles de Ségou. Parallèlement, avec l'établissement de cette nouvelle maison, de nombreux élèves locaux pourront étudier l'anglais sur place et apprendre l'histoire et la culture des États-Unis. De même, des élèves de la Virginie pourront également effectuer des voyages d'études sur place. Il est à noter que depuis plusieurs années, l'histoire du Mali est enseignée au niveau des écoles élémentaires et fondamentales en Virginie. C'est une nouvelle ère qui commence dans ce dynamique jumelage à la grande satisfaction des différents responsables. Nous retrouvons l'actualité nationale. L'insuffisance d'équipements et les critères d'acquisition des tracteurs font partie des difficultés rencontrées par les producteurs agricoles de la première région Caille. Les difficultés évoquées lors de la mission parlementaire de supervision qui s'est rendue dans les cercles de Kita et de Bafoulabé. Envoyé spécial Mamoudou Sidibé. À Kita, la mission de supervision de la campagne agricole de l'Assemblée nationale a été conduite à Balandougou dans la commune rurale de Kassaro. L'entretien avec producteurs et encadreurs et les visites de terrain ont été les principales activités de la journée. C'est dans le champ de Sagaba Diakité que les producteurs et encadreurs se sont prêtés aux questions des honorables députés. Questions relatives entre autres à la pluviométrie, le démarrage de la campagne, des intrants et équipements agricoles. Sagaba exploite 5 hectares de maïs et 8 hectares et demi de coton. Un champ test sur les formules d'engrais dans le pays de l'Iomoua, tous entretenus sous la supervision des encadreurs engagés. C'est un programme de 12 800 hectares que nous avions en coton. Aujourd'hui, on est à 102%. Tout le programme a été réalisé. Et les 1000 sorgho, on est à 100%. Et le maïs, on est à 102%. Concernant la qualité de l'engrais reçu, les paysans rassurent. Ici, nous ne connaissons que l'engrais de la CMDT. Nous n'avons constaté aucun problème au niveau des engrais. Vous voyez vous-même le champ. Le coton et le maïs sont sans reproche. La mission a ensuite visité le périmètre irrigué de Mahinandi dans le cercle de Bafoulabé. Ce périmètre est équipé d'une station de pompage qui doit irriguer 200 hectares aménagés sur une superficie totale de 880 hectares. L'hivernage, compte tenu de son retard d'installation, nous avons eu beaucoup d'inquiétudes. Mais hélas, quand on est venu sur le terrain, nous avons vu des champs à un système végétatif très appréciable. Surtout à Baladougou, ce sont des gens, des cultivateurs qui ont les structures très bien serrées et un engagement technique de la structure très dévoué à la tâche. Arrivé aussi à
Bafoulabi. Là, les agriculteurs sont organisés. C'est un truc qui vient de commencer. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'encadrement technique et beaucoup d'incitations, de sensibilisation effectuées sont en train de faire aujourd'hui les fruits. Qu'à cela ne tienne, certaines difficultés sont recensées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de l'équipement agricole, les conditions d'acquisition des 1000 tracteurs jugées difficiles pour le paysan. Une autre délégation de parlementaires séjourne à Sikasso. La délégation s'est entretenue avec les autorités régionales et les services d'encadrement sur les perspectives de la campagne agricole 2015-2016. Constat général, la campagne s'installe bien. Les prévisions pour les surfaces à cultiver ont été largement dépassées à certains endroits. Elles sont de 102%. Suleiman Kenza Sigibé, Djelima Kanjabate, envoyés spéciaux. Les échanges ont porté essentiellement sur l'état végétatif des cultures, les intrants agricoles et l'encadrement du monde paysan. À noter que l'État a mis cette année plus de 36 milliards de francs CFA au titre de la campagne pour l'achat des intrants agricoles, engrais pesticides, l'aliment bétail et les équipements tracteurs et charrues. Pour les responsables des services d'encadrement, la campagne s'installe convenablement avec le retour des pluies. Ainsi, les prévisions pour les emblavures ont été largement dépassées pour certaines spécialités. Nous avons commencé généralement les emblavures courant juillet. Toutes choses qui n'étaient pas en tout cas tout à fait faciles, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons atteint vraiment les objectifs d'emblavure. Et parfois, vous allez voir qu'il y a 112% par rapport à l'année dernière, nous avons un dépassement même. Le hic, c'est le manque d'engrais pour les paysans et ceci en demande toujours. Sur 65 000 tonnes qui recevaient habituellement, le sec de Sikasso n'a eu que 36 000 cette année. De façon générale, la campagne est satisfaisante dans le sec et dans la région de Sikasso. Et elle est prometteuse aussi, malgré quand même qu'il y a des petits hicks dedans. Avec la pluie que quand même nous arrivons à produire. Mais la pluie n'est pas seulement la seule alternative. Il faut aussi les intrants. Parce que la quantité que nous avons reçue l'an passé, on n'a reçu que la moitié cette année. Le gouvernement a donné ses raisons, mais ce sont des raisons qui ont été données un peu tardivement. Ça trouve que le paysan avait déjà établi son plan de campagne au niveau de sa famille et il avait sémé. Quand il est venu pour l'engrais subventionné, il s'est trouvé que la quantité sur laquelle il espérait, il ne pouvait pas avoir ça. Les parlementaires ont pris bonne note de toutes ces formulations et ont promis de porter acquis des droits. Le Centre national des ressources de l'éducation non formelle a tenu sa 8e session ordinaire de son conseil d'administration et l'ordre du jour a porté sur l'examen et l'approbation des recommandations de la session précédente du rapport d'activité et de l'état financier. Khadija Toukoni a suivi la session pour nous. Créé en 2010, le Centre national des ressources de l'éducation non formelle œuvre pour la promotion des langues nationales. Un centre très porteur pour le développement de notre pays, mais qui rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés. Le centre, comme toutes les structures d'État, est confronté à un problème de vieillissement du personnel. Et il y a un manque de financement pour nos activités. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de programmes vigoureux, produire les livrer comme cela se doit et continuer à former les formateurs. Malgré ces difficultés, le Centre national des ressources de l'éducation non formelle a pu atteindre certains de ses objectifs. Dans le domaine du renforcement des capacités, plus de 3100 animateurs et animatrices, 550 formateurs des académies d'enseignement, des centres d'animation pédagogique et des organisations non gouvernementales impliqués dans la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation PVA ont été formés. Concernant le matériel didactique, manuels et guides ont été produits et distribués dans les centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF, les centres d'éducation pour le développement CED et les centres d'éducation pour l'intégration CI. En outre, une mission de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation a été menée dans toutes les régions, à l'exception de celle de Tombouctou, Gao et Kidal en raison de la situation sécuritaire. Cette 8e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle a été également une occasion pour le ministre Togo de rendre hommage au directeur général qui doit faire valoir ses droits à la retraite. Le ministre l'a également félicité pour le travail accompli.
Je vous le disais dans les titres, la Direction nationale du commerce et de la concurrence a sillonné aujourd'hui certains marchés des deux rives du district de Bamako. Objectif, s'enquérir de l'effectivité de la mise en application du protocole d'accord entre le gouvernement et les acteurs de la filière viande et bétail. Le protocole fixe ainsi qu'issu la viande de bœuf avec os est vendue à 2200 francs le kilogramme et celle sans os à 2500 francs. Au niveau des marchés visités, ces prix ont été respectés. Moussa Fané, on fait le point avec lui. Les prix de la viande avec os connaît une baisse de 300 francs CFA. Le kilogramme étant vendu désormais à 2200 francs CFA au lieu de 2500. La viande sans os est cédée à 2500 francs CFA le kilogramme contre 3000 francs auparavant. C'est le constat fait dans certains marchés du district de Bamako, comme en Manyambougou et à Nyamakoro en commune 6, où les ménagères ont poussé un ouf de soulagement. La viande est devenue très chère maintenant. Dieu merci, je salue cette initiative des autorités, mais qu'elles revoient les prix à la baisse. Cette mesure nous conforte, mais nous souhaitons toujours la réduction du prix de la viande. Ici, la viande avec os est vendue à 2200 francs et celle sans os est vendue à 2500 francs CFA. Nous souhaitons que l'État veille sur le prix de la viande. Même constat dans des marchés de la commune 1, au marché d'Ibida ainsi qu'au grand marché de Bamako. Fousseni Koulibaly cède le kilogramme de la viande avec os à 2000 francs. Je vends la viande avec os à 2000 francs CFA le kilogramme et la viande sans os à 2300 francs CFA. Moi j'ai pris le kilogramme à 2100 francs CFA. Il y a eu un commun accord depuis le début de ce mois entre les bouchers, les vendeurs de la viande de la place et le gouvernement, en collaboration avec la DNCC, la Direction nationale du commerce et de la concurrence. On a commencé à vendre la viande avec os à 2200, la viande sans os à 2500. Quant au marché de Touroukourou, c'est une autre réalité. Selon les bouchers de ces marchés, il y a eu, semble-t-il, un déficit de communication. Mais selon le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali et la Direction nationale du commerce et de la concurrence, le constat est satisfaisant. Je pense que les gens sont dans la mouvance d'accompagner le processus enclenché. Il faut vraiment saluer. C'est une dynamique que nous, en tant que représentants des consommateurs, nous saluons. Parce que le gouvernement a pris des mesures afin que les consommateurs soient soulagés. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du fait que pour la viande sans eau, vraiment le prix de 2200 est respecté presque sur tous les marchés. C'est peut-être au niveau de la viande avec sans eau qu'il y a quelques différences de prix parce qu'au lieu de 2500, on trouve souvent certains qui vendent à 2700, 2750. Sinon, la situation vraiment est bonne sur toute l'étendue, dans toutes ces communes-là. On veut que le prix soit inférieur même au prix de 2200 francs la viande avec os. L'accord prévoit en outre une autre baisse à partir du 17 septembre qui portera respectivement les prix à 2000 francs CFA et 2300 le kilogramme. Pour l'instant, voilà, on ne peut plus clair. La viande avec os est vendue à 2200 et le kilogramme et celle sans os à 2500 francs le kilogramme. L'ONG Horizon d'aide au développement communautaire vient de lancer 3 projets en faveur de la préservation de l'environnement. L'objectif recherché par le projet est d'améliorer les conditions de vie de la population à travers la restauration des sols dégradés et l'élimination des polluants organiques persistant dans le cercle de Yanfolila avec l'appui financier du PNUD. Mamotou Dambélé, compte rendu. L'ONG Horizon d'aide au développement communautaire HADEC lance 3 projets en faveur de la préservation de l'environnement. Il s'agit du projet relatif à l'élimination des polluants organiques persistants et la restauration des sols dégradés, celui relatif à l'appui de la population pour le développement durable. Et le 3e projet lancé est celui de l'action pour le développement durable, tout ceci pour un montant de plus de 41 millions de francs CFA.
La pratique de l'orpaillage avec l'utilisation des produits chimiques non seulement détériore le sol, mais encore pollue les ressources naturelles en eau, et ce qui pose beaucoup de problèmes de nos jours. Ce qui se trouve aussi dans les zones de Koussan et du Sangarani avec les pesticides et les différents herbicides, c'est un truc qui va à grande échelle de nos jours. L'objectif recherché, c'est d'abord essayer de diminuer la tendance dégradante de l'environnement, que les populations s'occupent de leur environnement afin d'instituer un cadre de vie non agressif de l'environnement pour leur propre survie. De nos jours, la lutte contre la dégradation des sols, les effets des changements climatiques, bref, la lutte pour la préservation de notre cadre de vie nécessite une complicité mondiale. Mamoutou Dante, près de 500 tonnes de mil, c'est le don offert par le gouvernement du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire en partenariat avec les ONG Ahmad Pelcod et SOS Environnement pour les populations vulnérables de la commune rurale de Tonka et celle de Bintagungu. C'est dans le cercle de Gundam. Hamou Soumeila. 100 tonnes de mil ont été offertes par le gouvernement du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire en partenariat avec les ONG Ahmad Pelcod et SOS Environnement pour les populations vulnérables de la commune rurale de Tonka et de Bintagungu dans le cercle de Gundam. Objectif, exprimer sa solidarité envers l'ensemble des populations du Mali. Les maires de la commune rurale de Tonka a salué et remercié ces gestes au nom des bénéficiaires. Je salue le gouvernement malien et les partenaires qui ont amené ces vivres-là pour mes populations. Ce qui est apporté ne leur suffit pas, je suis d'accord. Mais ce qui est apporté, c'est pour au moins les permettre de passer la période de soudure. Et c'est un ouf de soulagement pour ces populations aujourd'hui qui sont là, puisqu'ils n'en ont pas. Pour les populations de Bintagungu, ces gestes viennent à point nommé car il y a un retour massif des déplacés et des réfugiés. Si l'État nous apporte un appui humanitaire, en plus du premier appui qui a été apporté, qui est l'appui sécuritaire, qui est le plus cher aux populations, nous ne pouvons que remercier l'État. C'est pour dire que l'État pense vraiment aux populations vulnérables, surtout cette période de soudure. Tout le monde sait que l'an passé, la campagne agricole n'a pas donné les résultats escomptés. Les autorités et les notabilités de ces différentes localités ont tous salué ces gestes du gouvernement du Mali. Les éléments du 3e arrondissement viennent de mettre hors d'état de nuire 2 cambriolaires de grands chemins de la capitale. Connus sous les pseudonymes Sega et Bako, les 2 malfrats arrêtés et 3 autres sont suspectés d'avoir cambriolé le bureau d'échange, on le rappelle, le bureau d'échange de Nyarela, où ils avaient pu enlever 45 millions de francs CFA. Ils ont donc été interpellés à Sabalibougou avec plus d'1 million en poche. Sur les circonstances de cette arrestation, écoutons le commissaire principal de police du 13e arrondissement, Sirima Dibatangara. Il est au micro de Fademba Keita. Dans la journée du 9 août 2015, mes éléments de la brigade de recherche ont effectué une descente policière au quartier de Salbou-Kourani suite à une information qu'ils ont eue. Laquelle opération les a permis d'arrêter 2 individus. Le cerveau de la bande nous a fait savoir dans un premier temps qu'il est commerçant de la place. Chose que nous avons vérifiée. Nous avons trouvé que c'est une fausse information. Et par la suite, il dit qu'il est employé de commerce. Suite à une interrogatoire poussée, il a finalement reconnu qu'il est un malfrat et qu'il opère dans le milieu des cambriolages et des braquages. Donc, selon l'interrogatoire du monsieur, il est ressorti qu'il a participé au cambriolage du bureau d'échange de Nyarela, du soutien qu'ils ont enlevé 45 millions de francs CFA. Ils ont été interpellés avec la somme de 1 million 30 000 francs en poche. Donc, avec des téléphones portables et un passeport. Donc, arrivé au commissariat, ils ont avéré, du 7 au 8, ils ont cambriolé une boutique
à Bozola, où ils ont emporté la somme de 8 millions de francs CFA. Nous devons quand même remercier et féliciter la population qui n'a jamais cessé de collaborer avec la police. Et il les demande de persévérer, de nous signaler la position de toute personne qui tout suspecte. Période hivernale, période de forte transmission du paludisme et de risques pour les enfants. Au service des urgences pédiatriques du centre du CHU Gabriel Touré, 2 ou 3 patients sont hospitalisés par lit. L'alerte est donnée, tenez-vous bien, pendant la semaine du 3 au 10 août dernier. 50 nouvelles hospitalisations pour cause de paludisme ont été enregistrées. Tous arrivent en courant, en oubliant que les centres de santé de référence peuvent prendre en charge la plupart des cas de paludisme. Chronique santé de ce lundi, signé Tissera Emmanuel Dambélé. Vendredi 14 août 2015, salle des soins intensifs du service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré. Le docteur Mohamed Sissé évalue de nouveau l'état de santé d'un enfant à son 2e jour d'hospitalisation. Le garçon souffre d'une infection respiratoire aiguë. Donc d'hier à aujourd'hui, je vois qu'il s'est amélioré, mais il ne peut pas toujours sortir. Hier, il ne pouvait pas s'alimenter, il ne pouvait pas téter, mais aujourd'hui, il peut s'alimenter, il peut téter. C'est pareil quand on rencontre ici beaucoup même, surtout dans cette période de fraîcheur, on en rencontre beaucoup. Dans cette salle seulement, je vois 1, 2, 3, 4, il y a jusqu'à 5 cas dans cette salle, dans cette petite salle, 6 même. Ce qu'on voit ici en pédiatrie à chaque période hivernale est en train de se rééditer. Une salle d'hospitalisation pleine avec souvent 2, 3 ou 4 patients par lit. La principale cause est plutôt le paludisme grave. Le problème, il est endémique. On le constate tous les ans, à la même période. C'est la période hivernale. Il y a une période de haute transmission de palu. Nos capacités sont restées telles, elles n'ont pas du tout changé. De juin jusqu'en fin octobre, c'est la période où il y a les forts taux d'hospitalisation liés au paludisme, surtout dans sa forme grave. Imaginez de la semaine du 3 au 10, nous avons enregistré, ne serait-ce que dans le service des urgences de pédiatrie, 54 cas d'hospitalisation. Sur combien? Sur une capacité d'accueil de l'ensemble de la pédiatrie, hormis la néonate, de 88 lits. Donc vous voyez que si par semaine on a déjà 53, ça veut dire que les autres affections qui sont constituées pour l'ère actuelle, la malnutrition, les diarrhées, les vomissements et les pneumopathies, on a peu de place pour accueillir les autres patients. Mais on signale aussi des cas de malnutrition sévère, de déshydratation, d'infections pulmonaires et de maladies rares. La position géographique de ce centre hospitalier l'expose plus aux sollicitations et à certains types de problèmes. Aujourd'hui, la pyramide n'est pas respectée. Les patients quittent directement la maison pour le service d'accueil des urgences. Certains auront pu passer au centre de référence et peuvent être gérés par des pédiatres qui sont dans cette structure, qui nous représentent valablement, qui sont formés en tant que pédiatres, tout comme nous, qui peuvent prendre en charge ces patients, certains de ces patients, lorsque le pronostic vital n'est pas forcément engagé. C'est donc reparti encore cette année avec la période de forte transmission du paludisme avec son corollaire d'hospitalisation et de risques élevés pour les enfants. Sport, football, Coupe du Mali, 55e édition au niveau des messieurs. La finale opposera le 29 août prochain les 11 créateurs de Nyarela et le Stade malien de Bamako. En demi-finale jouée hier, le Stade malien de Bamako a écarté l'AS Real 5-0. C'est par ce même score que les 11 créateurs de Nyarela sont venus à bout de l'ASB. Le résumé de ces demi-finales avec Seragatou Sissé. Les 11 créateurs de Nyarela défendront bel et bien leur couronne le 29 août prochain. Les pensionnaires de Nyarela ont disposé de l'ASB 2-0. Lamine Traoré, dès la 9e minute, ouvre le score suite à un mauvais placement de la défense de l'ASB. En seconde période, les 11 créateurs aggravent la marque sur penalty à la 75e minute par le capitaine Ahmed Maurice Assoko.
comme en 2012 et 2014, les 11 créateurs de Niarila atteignent la finale de la Coupe du Mali de football. Sur les routes va se dresser le Stade Malien de Bamako, vainqueur également 2-0 de l'AS Real. Les Blancs exultent au bout de 25 secondes de jeu après le coup d'envoi. Mamadou Koulibaly est déséquilibré par le défenseur Souleymane Koulibaly. Issaka Samake prend à contre-pied le portier de l'AS Real. La pression s'intensifie dans le camp réaliste. À la 16e minute, Eric Diomandé centre pour Moussa Koy Diallo qui coulisse au fond des filets. 2-0. Abdul Aziz Touré de l'AS Real voit rouge à la 36e minute pour avoir agressé un joueur stadiste. De retour des vestiaires, le jeu se durcit et les cartons jaunes et rouges pleuvent. Les stadistes Guessan Tanko et Mamadou Koulibaly sont expulsés aux 52e minute et dans les arrêts de jeu du temps réglementaire. Le Stade Malien de Bamako disputera le 29 août prochain sa 27e finale de Coupe du Mali en 55 éditions. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Rachel Tessougué. Je me ferai le plaisir, s'il plaît à Dieu, d'être là pour les éditions de la soirée. Juste vous rappeler que les communes 5 et 6 du district de Bamako ont été fortement arrosées cet après-midi. Et Bozola, d'où nous émettons, la pluie se prépare. Excellente nuit à tous. Au revoir.